Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler de mon partenaire WeCare. WeCare, c'est les spécialistes de l'investissement locatif clé en main. En gros, grâce à eux, vous ne passerez plus des heures à éplucher des petites annonces à la recherche d'une pépite à acheter, rénover, meubler, louer ou tout simplement à vous improviser expert immobilier. En vous simplifiant votre investissement locatif, WeCare vous permet de gagner du temps. Et le plus, c'est que leurs experts sont trop sympas. Donc allez voir leur site parce qu'il y en a un pour chacune des 10 villes en France où WeCare est présent. Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Aujourd'hui, je retrouve dans son atelier à 2 pas de la place Canclos à Nantes, Jérôme Baillet. Jérôme, on le connaît plus sous le pseudo de Dr Paper, cet artiste illustrateur qui dessine aussi bien les villes dans lesquelles il voyage que le jeu vidéo Zelda. Cette passion, elle est venue tout petit lorsqu'il s'est mis à dessiner son entourage, puis la ville. En cours, il s'ennuie et le dessin devient alors son échappatoire. C'est là qu'il prend conscience de son talent. Passionné par les voyages, l'architecture, le dessin, la typographie, Jérôme s'essaie à plusieurs métiers avant de faire de l'illustration sa marque de fabrique. Dans cet épisode, il nous raconte comment il s'est fait un nom dans cet univers et plus particulièrement à Nantes, ses multiples collaborations et comment il cultive sa part de créativité et ses inspirations. Prenez une bonne tasse de café et écoutez l'itinéraire de ce passionné. Alors bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue dans Rayonnante. Merci. Alors on enregistre aujourd'hui dans tes locaux, dans tes jolis locaux. Je montrerai tout ça en vidéo parce que ça vaut le détour. Toi, tu n'es pas nantais, tu m'avais dit avoir grandi en région parisienne. Tout à fait. Mais je sais que pour autant, tu as beaucoup d'attaches avec cette ville. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ? Nantes, ouais, a toujours été en partie dans ma vie parce que tout simplement, hein, ma famille vient d'ici. Même si j'ai grandi en région parisienne, tous les grands week-ends, toutes les vacances se passaient à Nantes ou à Pornic. Là où étaient justement mes arrière-grands-parents. Et du coup, j'ai une attache assez personnelle à cette ville et c'est aussi assez logiquement qu'on est venu s'installer ici. Ouais, d'ailleurs, tu es arrivé donc en 2010. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai tendance à dire il y a 10 ans, mais en fait, le temps passe plus que ça. Et qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Avec ma femme, on avait vraiment une envie de quitter la région parisienne, car là, elle était de Paris même. On avait vraiment envie d'une ville plus petite. On était citadins, donc on voulait quand même rester en ville. J'ai un attrait particulier pour la ville aussi, en règle générale. Donc c'est vrai qu'on voulait rester en ville, mais quelque chose de plus à taille humaine, qui était le cas à l'époque pour Nantes, mais qui a bien grandi depuis. Et puis du coup, j'ai fait découvrir la ville à ma femme qui ne la connaissait pas. Donc on est venu un week-end et puis en fait, les rencontres ont fait que on est moi retombé amoureux de la ville et Carla a vraiment apprécié la ville aussi. Et du coup, on s'est dit, allez, c'est parti, on essaye. Ok. Et alors, donc tu le disais, tu es illustrateur. Oui. Comment est-ce que le dessin s'est imposé à toi ? Assez naturellement. Je parlais tout à l'heure d'ailleurs de mes arrière-grands-parents. En fait, mon arrière-grand-père était peintre de hobby, hein, c'était pas son métier, mais il faisait tout le temps de la peinture. À chaque fois qu'on allait le voir, il y avait de la peinture, une peinture en cours. Pareil, ma mère dessinait pas mal aussi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est venu dans ma vie en fait assez tôt. Le dessin, l'intérêt pour le dessin, et puis parce que le dessin m'entourait. Donc très tôt, un tout petit, je faisais des dessins et très rapidement, en fait, j'ai commencé à dessiner ce qui m'entourait, donc la ville, donc des bâtiments et pareil, la ville est venue assez tôt aussi. Ces détails d'architecture, des choses même petits, c'est des dessins sur lesquels justement je suis retombé dans les greniers de mes grands-parents. Donc de vieux dessins de villes, de bâtiments, de trucs. Donc c'est assez marrant de retracer ça, de repenser ça après en fait. Bien sûr, a posteriori de refaire un peu le fil de l'histoire. Exactement. Et justement, est-ce que déjà petite, tu rêvais de travailler dans cet univers ? Je pense pas. J'avais l'impression que c'était plutôt une passion et quelque chose qu'on fait pour se distraire et plus que vraiment pour travailler. Je pense que maintenant ça a changé.
y a une vision différente du graphisme, de l'illustration en règle générale, qui est beaucoup plus utilisée justement dans la publicité. Enfin, on en voit partout. Avant, on en voyait très peu. Donc, j'ai l'impression que c'était même pas une option finalement. Et puis, au fur et à mesure, au lycée, comme je passais plus de temps à dessiner en cours qu'à écouter, je crois que ça a commencé à me trotter un peu et à me dire que peut-être plutôt essayer de m'orienter là-dedans. J'avais tenté des écoles, mais j'avais pas été pris. Parce que du coup, je dessinais un peu trop en cours, donc les notes suivaient pas trop. Mais du coup, j'ai été, comme j'ai pas eu accès aux écoles, je suis allé en fac d'art plastique, et qui était une expérience plutôt intéressante finalement, parce que c'était la rencontre de plein d'étudiants passionnés. J'ai vraiment plus appris de par les gens qui étaient avec moi, mes camarades de classe finalement, que vraiment par les pratiques des professeurs, etc. Donc c'était assez particulier quand même. Mais ça m'a permis de toucher à plein de choses différentes. Donc ça, c'était intéressant, à la fois faire de la photo, de la sérigraphie, de la vidéo. Et quand est-ce que tu as pris conscience que tu avais du talent ? Quand on a commencé à dessiner assez tôt, et en fait sur tout mon cursus scolaire, j'ai dessiné. Donc très tôt, j'avais conscience que mes dessins avaient quelque chose de différent d'autres dessins dans la classe. Mais tout simplement parce que je le pratiquais beaucoup aussi, hein, c'est surtout ça. Du travail, tu penses ? Beaucoup de travail. Ouais, mais parce que en fait, quand j'avais rien à faire, plutôt que d'aller lire par exemple, j'allais dessiner. Donc forcément, tu pratiques. Donc il y a des évidences qui viennent au niveau du trait, une aisance au niveau du trait, et ça vient petit à petit, hein, forcément, en pratiquant. Et du coup, comme j'ai commencé assez tôt, en fait, j'ai travaillé, sans le vouloir finalement, mon trait et quelque chose qui est devenu assez rapidement ma marque de fabrique finalement. Donc le dessin de ville, le dessin à la main, des petites choses que j'ai continué à faire avec le temps. Et du coup, à la fin de mon cursus, je crois que j'étais encore à la fac quand j'ai rencontré vraiment par hasard quelqu'un qui était décorateur de vitrines, qui est une rencontre qui a changé ma vie finalement. Pour te dire la façon très anecdotique de notre rencontre, j'ai un ami dont la mère était artiste qui préparait ses portes ouvertes d'atelier. La veille, elle se casse la jambe. Donc elle peut pas être là. Donc moi je viens avec lui pour accueillir les gens qui viennent visiter l'atelier, etc. Et là est accompagné d'un ami que j'avais, de quelqu'un qui était avec moi quand j'étais au collège. On a commencé à parler et en fait il y avait cette personne là qui était là et qui écoutait. Et du coup, qui a compris que j'étais en fac d'art plastique, que je travaillais à l'époque beaucoup de découpes de papier, etc. Donc des choses assez minutieuses et tout. Et en fait, le lendemain, mon pote m'appelle et me dit écoute, il y a François qui voudrait avoir tes coordonnées pour te proposer un truc. Du coup, il me propose de travailler avec lui sur un projet. Là, c'était des vitrines pour Patek Philippe à Genève. Donc pour des vitrines là-bas. Donc Patek Philippe, c'est des montres c'est prestigieuses. Ce qui est intéressant avec cette précision, c'est que du coup, ça veut dire que les décors vont être vraiment travaillés, vont être importants. Parce que c'est des grandes vitrines, mais c'est des toutes petites montres. Donc en fait, la part du décor est très importante. Et en fait, du coup, ne sachant pas trop où j'allais, j'ai accepté de travailler avec lui sur ce projet-là. On a fait toute la fabrication du décor. Donc là, pour le coup, c'était plein de plans plutôt végétaux, de choses découpées à la main. Donc j'étais vraiment dans mon élément. Et donc on a fini le décor, on est allé jusqu'à Genève pour le poser. Et en fait, après ces 3 semaines, François m'a dit écoute, si ça t'intéresse, tu travailles avec moi. Il était indépendant, donc il ne peut pas avoir de salarié. Donc moi, je me suis mis en indépendant. D'accord. Et ça a commencé comme ça. Mon entreprise Marrant, qui a évolué. Ces petits moments de vie, tu sais, comme tu disais un peu au tout début de ton histoire, où cette rencontre improbable qui n'aurait pas dû avoir lieu, et puis en fait qui a eu lieu. Ouais, complètement. Et qui a lancé ta carrière, quoi. Je crois beaucoup en ce genre de choses. Ouais, c'est pour ça que je porte beaucoup d'attention à la rencontre, à la première impression, à parler avec les gens, à partager justement, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui se créent juste sur une rencontre, et ça, je trouve ça plutôt intéressant humainement. Et c'est vrai que quand on retrace un petit peu son histoire, il y a plein de choses comme ça qui se sont faites par, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi, et je suis persuadée que c'est pas des signes du hasard. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, des choses qui. Je pense qu'il faut réussir à se créer des rencontres, donc être présent quand il y a un domaine qui nous plaît, en fait, se forcer un peu les rencontres, donc aller à des vernissages, aller à être
parce que c'est vrai que forcément, si jamais on reste dans son coin à créer, cette potentielle rencontre, elle n'existera forcément pas. Aujourd'hui, c'est différent aussi avec les réseaux sociaux, on montre son travail différemment aussi avec Instagram, avec d'autres réseaux. Ouais, j'imagine que c'est une part très importante, c'est une vitrine finalement de votre travail. Ouais, je pense que maintenant, quand on commence là-dedans, avec ça, on peut pas ne pas s'en servir, je pense. Ça peut être très, très... Après, c'est vrai que moi, maintenant, je parle avec quelqu'un qui a commencé presque en même temps qu'Instagram est arrivé. Maintenant, là, aujourd'hui, les jeunes qui commencent, ils ont déjà ça comme bagage et ils savent s'en servir et ils s'en servent différemment et c'est même logique, même indispensable pour eux ou même impensable de ne pas s'en servir. Je sais pas, je suis pas dans leur tête complètement, mais c'est vrai que c'est une vitrine assez simple d'accès qui permet une visibilité à l'international et du coup des échanges assez encourageants ou justement qui peuvent être assez durs aussi parfois. Donc faire attention aussi. Mais c'est intéressant ce que tu disais, c'est que ton job, en fait, finalement, il y a toute la part de création, de créativité, mais il y a aussi une part de relationnel, de réseau, où il faut se faire connaître. Et donc là, tu parlais des réseaux sociaux, mais tu parlais aussi de l'importance d'aller rencontrer des gens, d'aller rencontrer les bonnes personnes. Parce que j'imagine, typiquement, dans ton cas, tu vois, tout le milieu professionnel, tous les revendeurs, etc., c'est pas eux que tu vas trouver sur les réseaux sociaux. Eux, il faut aller les rencontrer, non ? Ça dépend. Il y a vraiment une période je pense, entre les débuts, entre 2012 et peut-être 2017, 2018. Instagram, c'était vraiment... Là, typiquement, les points de vente nous contactaient par Instagram. Moi, pendant longtemps, j'ai pas eu de site internet. Je me servais vraiment d'Instagram comme site internet, finalement. Ouais. Les gens venaient me contacter par là, que ce soit du professionnel ou du personnel. Donc des points de vente, c'était l'essor aussi des concept stores. Il y a plein de concept stores qui ouvraient. Donc en fait, je pense que c'était aussi la façon de faire. Ils allaient sur Instagram pour voir, plutôt que se déplacer dans d'autres concept stores, dans d'autres villes, etc. Comme là, on pouvait tout voir d'un coup. Vous voyez ce que les autres concept stores vendaient. Et puis, je pense que ça se faisait pas mal comme ça. Mais du coup, on avait énormément de contacts par ce biais-là. Maintenant, beaucoup moins. Ça a changé. C'est devenu plus business, j'ai l'impression. Il y a vraiment ce côté... Avant, Instagram, c'était vraiment, tu prends la photo de ton dessin, ce que tu es en train de faire. Là, maintenant, tu vas vraiment faire un setup, faire un montage pour faire ton réel et tout. Il y a vraiment un taf qui est plus du tout le même, quoi. Ouais. Mais d'un côté, c'est intéressant parce que tu as des rendus qui sont super pertinents. Après, je trouve que ça perd un petit peu de son charme de l'instantané qui était au départ d'Instagram et que je trouvais plutôt intéressant. Parfois, là, on voit des montages qui sont super chiadés et tout. Et limite, ce que la personne est en train de créer, on le voit presque plus. Finalement, il y a carrément tout le montage qui prend le dessus. Donc voilà, après, ça évolue. Faut réussir à évoluer avec aussi, et s'en défaire si jamais ça nous plaît plus. Et alors, si on reprend justement tout ton parcours, donc là, on en était au stade de la création de ta société. Tout de suite, tu l'as nommé Dr Pepper ? Non, au début, c'était vraiment à titre personnel, sans nom particulier. Et Dr Pepper, en fait, c'est un nom qui m'a été donné un surnom qui m'a été donné par Morgane, un pote, que je remercie du coup. En fait, à l'époque, je faisais beaucoup de découpe papier. Donc j'avais toujours un scalpel avec moi. Et je faisais plein de petites découpes, des paper toys, des petits pop-up. Les paper toys, c'est des petits personnages ou des petites maisons, des petits trucs comme ça en papier qu'on coupe, qu'on plie et qu'on colle. Et j'en ai fait pas mal comme ça. Et à la fac, je faisais beaucoup ça. Et du coup, j'avais toujours mon scalpel avec moi. Il y avait ce côté très minutieux, puisque c'est des choses minutieuses. Et du coup, il m'avait surnommé comme ça. Le docteur, c'était par rapport à justement ce côté chirurgical avec le scalpel. Et paper pour le papier. Et en fait, quand j'ai emménagé à Nantes, j'avais gardé ce statut parce que en fait, j'espérais justement amener ce bagage de création de vitrine à Nantes. Je voyais justement qu'il n'y avait pas du tout de décor de vitrine, même dans des bijouteries ou dans des magasins un petit peu plus luxueux, à rue Crébillon, des choses comme ça. Il y avait pas ça. Même un Galerie Lafayette n'avait pas de scénographie. Comme on l'avait sur Paris. Cette absence de clientèle sur ça m'a fait aller plus vers le graphisme et l'illustration. Ouais. Donc vraiment pour m'y consacrer pleinement. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, justement, le volume. Je l'ai refait là dernièrement, faire des
grande petite maquette, comme tu en as une à côté de toi, que j'avais fait pour mon expo à Paris. Là. Et du coup, travailler le volume, travailler différents matériaux et tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé finalement et que j'ai encore envie de faire. Et c'est en 2012, je crois. Ouais, j'ai quitté l'emploi que je faisais à côté. J'étais dans la restauration. Parce que j'ai eu plusieurs choses. Justement, la rencontre avec le voyage à Nantes, avec Big Fernand et avec un autre restaurant qui allait ouvrir sur Nantes. J'ai eu ces contacts-là quasiment simultanément et avec des projets qui allaient aboutir. Et je me suis dit, mais là, je peux plus faire ça en dilettante. Finalement, il faut vraiment que je m'y consacre pleinement. Donc, je me souviens, on était en visite à Beaubourg avec Carla, justement, pendant les vacances d'été. Et coup de fil de Big Fernand, je crois, qui valide le truc. Et je dis, c'est parti. Quand je rentre, je pose ma dème. Et puis, j'avais demandé une augmentation avant et il m'avait dit non, donc j'ai aucun scrupule. Ça m'avait motivé d'autant plus, je pense, à quitter cet univers-là et du coup à me lancer vraiment pleinement. Après, une vraie réflexion aussi, à se dire justement, à penser ça aussi à deux, à se dire est-ce qu'on tente le truc de n'être que sur le salaire de Carla et puis moi, je sais pas. On verra quoi. Ça prend une bonne tournure dès le début, donc c'est pour ça que je me lance. Mais il y avait cette incertitude là aussi qui était un petit peu à la fois flippante mais en même temps excitante aussi. Donc. Et parce que c'était quoi par exemple ton projet pour Big Fernand ? Big Fernand, ils ouvraient un restaurant et du coup ils voulaient peindre des trucs partout. Refaire leur logo, ils l'avaient fait en sticker avant et une fois en peinture et puis c'était pas fou. Et en fait, ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient, mais ils voulaient plein de trucs sur place. Et donc, en fait, j'ai écrit au plafond, comme je travaillais beaucoup la typographie, on avait fait plein de projets comme ça. Donc, tout le plafond était écrit, le gros logo qui faisait quasiment tout le resto peint à la main aussi. Le chantier était catastrophique, il y a eu plein de choses. J'étais venu avec un vidéoprojecteur pour projeter le logo et le sol n'était pas encore fait. Il y a un plombier qui fait un truc et il y a de l'eau qui gicle dessus qui met HS le vidéoprojecteur. Et heureusement, il y avait Alexandre justement de Big Fernand qui était là. Donc il a vu ça, les conditions dans lesquelles j'étais et tout. Il m'a ramené un vidéoprojecteur. Et à la fin du chantier, il m'a dit mais je crois que personne n'aurait à ta place ne serait resté en fait. Et du coup, en fait, cette collaboration, elle a commencé comme ça, sur un truc un peu catastrophe. Et il a vu que du coup, moi je m'étais engagé, j'avais envie d'aller au bout de toute façon, même si c'était particulier. Et en fait, ça a continué. Et du coup, je me déplaçais pour chaque restaurant, chaque ouverture de restaurant. Et je crois que la première année, ils en ont ouvert une quinzaine, donc partout en France, et ceux que j'ai fait à Londres aussi. Donc je me déplaçais, en fait, je peignais sur les murs. Et puis, en fait, il y avait un petit peu ce côté, fallait s'adapter en fait à chaque restaurant. Donc il y avait le logo qui était tout le temps le même, la charte. Et puis ensuite, on faisait des trucs un peu fun, un peu partout. Mais du coup, en parallèle, je faisais Travel With Me. Et ils ont vu ça aussi. Et moi, j'avais aussi envie de leur apporter ça. Enfin, cet échange a été vraiment cool. Et du coup, moi, ça me dérangeait pas du tout d'inclure ma création personnelle à cette marque-là. Et du coup, on a commencé à faire des villes Big Fernand. Donc, chaque restaurant, il y en a une soixantaine, a sa ville Big Fernand. Il y a Big Fernand Nantes, Big Fernand Montrouge, Big Fernand Londres, Shanghai, Dubaï, etc. Donc, trop bien. C'est assez marrant. Justement, on peut faire une petite parenthèse sur cette série d'illustrations Travel With Me. Oui, bien sûr. Que tu nous racontes un peu l'origine de cette série d'illustrations. Comment est-ce que tu as pensé ces dessins et voilà, quelle était ton envie avec tout ça ? En fait, Travel With Me, c'est venu un peu comme tout finalement. C'est venu un peu par hasard et au fur et à mesure. J'ai jamais été à un moment de ma vie où je me suis dit tiens, il faut que je fasse quelque chose pour le vendre, pour ça. C'est vraiment, en fait, comme je te disais tout à l'heure, depuis toujours, en fait, je dessine ce qui m'entoure. J'ai commencé à dessiner des villes. J'étais passionné de jeux vidéo comme des SimCity ou des trucs comme ça, donc c'est construire sa ville. Donc du coup, pareil, le pixel art, quand j'étais à la fac, j'adorais les artistes e-boy qui font du pixel art, donc qui ont vraiment ce truc de ville colorée, très jeu vidéo, plein de détails, plein de petits trucs. Tous les jours, tu regardes leurs posters et tu découvres un nouveau détail. Ça, je trouve ça fascinant, ça m'a toujours passionné. Et du coup, ça a été beaucoup de mes influences. Il y avait aussi l'évolution de Shepard Fairey, qui pour moi était presque un modèle d'évolution finalement, quelqu'un qui vient de la rue, qui fait ses trucs à l'arrache et puis qui commence à faire des expos. Quand j'étais à la fac, j'avais vu sa première expo dans une petite galerie à Paris.
Et du coup, j'avais acheté des trucs d'ailleurs qui, à l'époque, coûtaient rien du tout. Et il y avait vraiment plusieurs influences et j'ai mixé un petit peu tout ça dans mes créations. Donc le pixel art, j'en ai fait un petit peu quand j'étais à la fac parce que justement on commençait à travailler un petit peu l'informatique, les Photoshop, tout ça c'était vraiment les débuts, mais c'était donc plein de découvertes, assez curieux de voir ce qu'on peut en faire. Mais j'appréciais pas ce temps devant l'écran et je préférais justement le travail à la main. De la matière, du crayon, de l'encre. Donc du coup, je m'en suis éloigné très rapidement. Et puis comme j'aimais aussi beaucoup eBoy, dans ma création, quand j'ai commencé à la réfléchir un petit peu, je voulais aussi m'en éloigner. Donc j'ai gardé en fait du pixel art ce côté, cette vue des toits. En jeu vidéo, on est plutôt sur la vue qu'on appelle isométrique. Donc en fait, ce qui est devant nous, c'est un angle, c'est une arête, et les deux pans de mur sont en diagonale, et le toit est à plat. Moi, j'ai gardé le toit à plat, mais en fait, j'ai tourné tout ça pour avoir vraiment une façade qui est en face, qui est vraiment devant nous. Moi, j'avais envie justement de pouvoir travailler avec détail, avec précision cette façade, donc il ne fallait pas qu'elle soit en diagonale parce que c'est trop complexe. Donc du coup, je l'ai ramené comme ça de face. Et puis très rapidement, j'ai commencé à dessiner comme ça en fait. Mes bâtiments, je les dessinais comme ça. Au début, je me souviens, j'avais fait une longue rue. C'était que des bâtiments côte à côte. J'étais retombé sur ce dessin-là il y a un petit moment, ça m'avait fait marrer. Donc que des façades de bâtiments avec j'ai toujours eu une influence assez américaine des bâtiments de Brooklyn ou alors justement plutôt des vieux théâtres de Los Angeles ou des trucs comme ça. C'est des architectures qui venaient assez souvent dans mes dessins instinctifs. Donc du coup je dessinais ça. Ensuite j'ai fait plan par plan et aussi ce côté plan par plan ça correspond aussi beaucoup à ce que je faisais en maquette justement en vitrine. On a un format qui est réduit, enfin un format qui est défini, et du coup il faut faire entrer plein de choses dedans. Donc ce côté plan par plan est venu de façon assez évidente. Et puis après... tout de suite, tu as senti que ce serait un succès, tu vois que pas du tout, parce que je l'ai vraiment pas fait pour le vendre. En fait, ma première illustration, c'est celle d'Amsterdam. J'ai vécu pendant 1 an et en fait quand je suis revenu, je me suis refait en fait mon illustration de ce que j'avais envie de me souvenir de cette ville. Donc c'était quelque chose de très personnel. J'y ai mis le Melvert par exemple, c'est une salle de concert dans laquelle travaillait mon colocataire. Donc on y allait souvent et du coup j'avais une attache à ce bâtiment-là, mais il a rien de particulier. Le Febo par exemple, qui est un truc de distributeur de bouffe là-bas. Plein de petits détails comme ça qui n'ont pas un attrait touristique particulier. C'était vraiment mon voyage là-bas en fait, que j'avais envie de me refaire sous forme d'illustration. Et du coup je l'ai faite comme ça. J'avais des bouquins de typographie, de vieilles typos de différents pays et de différentes époques. Donc j'avais essayé de trouver une typo qui correspondait aussi à ce que j'avais comme souvenir d'Amsterdam. Et puis en fait j'ai fait ma première compo comme ça. Par la suite on a fait un voyage à Barcelone puis à Berlin. Du coup je les ai dessinés aussi de la même façon. Donc j'avais mes villes comme ça qui commençaient à... Mais c'était absolument pas avec une volonté de les commercialiser. Et est venue cette idée-là justement avec l'arrivée d'Instagram, où tu commences à montrer tes dessins et puis au final tu les partages en fait, parce qu'au début c'était chez moi et personne ne les voyait. Et puis là on commence à voir qu'il y a un intérêt pour. J'ai dessiné celle de Nantes et là justement la rencontre avec le voyage à Nantes. Ils m'ont contacté, on n'a pas d'illustration de la ville de Nantes, est-ce qu'on peut l'utiliser ? Moi du coup je voyais en parallèle cet attrait pour cette petite série. Je commence à dessiner plusieurs villes sous la même forme. Je me disais il y a peut-être quelque chose à faire et à développer. Et du coup j'ai gardé mon Nantes City, que j'avais appelé ça Nantes City à l'époque. J'avais dessiné celle de Gotham City, de New York City. J'avais vraiment ce côté un peu américain aussi, et de mettre Nantes au milieu justement de villes comme New York, comme Berlin, il y avait vraiment ce côté en fait assez cette envie de mettre toutes les villes, même si elles ont des dimensions complètement différentes, côte à côte en fait, et sur le même pied d'égalité. Je trouvais ça assez marrant en fait, même de mettre des petites villes, de mettre un Annecy à côté d'un Tokyo quoi. Je trouve ça assez marrant. Le décalage entre les deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup je savais que je voulais faire quelque chose avec cette série, donc je voulais pas me séparer de Nantes City. Donc je leur ai proposé de faire une version, le voyage à Nantes,
j'ai modifié un petit peu l'illustration. Donc en fait, j'ai enlevé quelques bâtiments et je les ai remplacés par des bâtiments du voyage à Nantes ou des œuvres du voyage à Nantes qui avaient été créées cette année-là, enfin l'année d'avant. Et on a rajouté la ligne verte autour. Et c'était notre première collaboration. Ça a commencé comme ça. Et puis moi, en fait, c'était en 2013, c'est ça? Ça, c'était... Ouais, donc c'était en 2012 et du coup pour l'édition Ok. 2013, si je me trompe pas. Mais eux, une fois que tu leur as fait ce dessin, ils en ont fait quoi? C'était pour être vendu dans les points de vente du voyage à Nantes, donc Nantes Tourisme. Et puis après, on a commencé à collaborer assez logiquement ensemble sur des produits dérivés en fait de cette illustration-là. On a fait des petits carnets Moleskine avec juste un bâtiment sur la couverture. Il y avait une petite série de 6 carnets comme ça, donc 6 bâtiments différents. Et il y avait vraiment... Moi, j'ai toujours eu envie en fait d'essayer de retranscrire ma vision de la ville. Et les gens en fait... qui adhèrent à cette vision-là et qui sont sensibles, on s'y retrouve finalement ces collaborations, je pense, se sont faites vraiment sur ça, sur du sentiment en fait, sur cette vision assez personnelle, parce que je mets beaucoup de choses personnelles dedans. Je veux vraiment pas avoir un truc très touristique avec tous les bâtiments classiques de la ville. J'ai eu du mal d'ailleurs à dessiner Paris. Pour cette raison-là, parce qu'en fait, du coup, j'y mettais que des monuments. Et au début, j'avais un petit peu du mal à me dire que justement, ça faisait quelque chose de très touristique finalement. Mais au final, en même temps, Paris, c'est ça aussi. Donc, j'ai réussi à avoir un petit peu de détachement là-dessus. Donc en fait, à la suite de mes voyages, je réfléchissais à l'ordre dans lequel j'allais aussi faire mes illustrations. Parfois, c'était vraiment plus par instinct ou par envie que vraiment par réflexion. Mais Et aujourd'hui, t'as illustré combien de villes? Alors dans la série Travel With Me, il y en a 25. Ouais. Et puis après, il y a des choses un peu dérivées qui existent. Ou alors des collaborations justement avec des marques. T'as décliné Parce que du coup, c'est devenu un peu la marque de fabrique de Dr Pepper. Cette vision de la ville, cette façon de la traduire, cette façon de la dessiner, du détail, du noir et blanc. Et en même temps, un regard assez naïf aussi, parce que je cherche pas du tout à redessiner le bâtiment tel quel. Je vais m'amuser avec la perspective, avec la taille du bâtiment, avec l'emplacement aussi géographique dans la ville. J'y prête pas beaucoup d'attention. Ça va être vraiment plus... je vais faire ma mise en page vraiment d'une façon esthétique, enfin en tout cas mon esthétique, plus que de façon géographique. Très souvent, il y a un axe central et puis ensuite, je joue avec les parties sombres, les parties plus claires, les parties plus détaillées, les parties moins détaillées. Je fais beaucoup de croquis avant, en fait, plein de croquis de mise en page, très succincts, avec des formes très, très simples. Et puis ensuite, quand j'en suis satisfait, je commence à passer à l'encre et ça prend un petit peu de temps. Et alors justement, quelle est ta vision de Nantes? Qu'est-ce que tu as illustré sur elle? Mais j'ai toujours eu quelque chose que j'ai trouvé à Nantes de vraiment particulier, une atmosphère vraiment particulier qui est, je pense, lié très fort au voyage à Nantes. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour moi ça a été super important de pouvoir y participer. C'était vraiment une satisfaction personnelle très grande de faire partie de ça, parce que je trouvais ça magique en fait, ce qu'ils faisaient à la ville, d'amener l'art dans la rue comme ça, accessible à tout le monde, sur des choses qui parfois sont assez pointues, donc qui seraient plutôt de l'ordre de galerie ou de musée, et là c'est amené à tout le monde, au regard de tout le monde, aux critiques de tout le monde. Enfin ça, je trouve ça vraiment génial, je trouve ça super osé, et je pense que maintenant il y a plus à se poser la question si c'était à faire ou pas, même si il y a toujours des choses qu'on peut faire différemment, et chaque édition est différente, et ça c'est super. Mais la ville de Nantes a vraiment quelque chose, j'ai l'impression, d'à part. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est si... elle donne tant envie de créer, en fait, que ce soit nous dans notre domaine créatif, illustratif ou artistique, mais il y a aussi plein de startups. Il y a vraiment un truc qui se passe à Nantes, je trouve. Il y a une atmosphère, moi, qui a peut-être changé parce que maintenant il y a beaucoup plus de monde, donc c'est plus tout à fait pareil. Mais c'est vrai que vraiment, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on a envie de collaborer plutôt que de se mettre des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez unique dans cette ville. Et justement, tu parlais de ta rencontre avec le musée de l'imprimerie à Nantes, tu parlais de Letterpress. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment est-ce que vous avez collaboré ensemble? Pareil, c'est encore une fois une rencontre tout à fait par hasard. Je connaissais pas l'existence de ce lieu et je cherchais quelqu'un pour faire de la sérigraphie, et il m'a donné rendez-vous dans le lieu
pour le coup, ils font pas de sérigraphie, eux. Et en fait, j'étais un peu en avance, donc j'ai fait un petit tour, j'ai commencé à parler avec les gens, à regarder les machines et tout, et sûrement suivre une visite guidée un peu. Et en fait, tout de suite, j'ai trouvé le lieu, mais passionnant, et en fait, j'avais pas envie de quitter le lieu, quoi. J'avais envie d'en savoir plus, et comme du coup la personne avec qui j'avais rendez-vous connaissait les gens, forcément c'est pour ça qu'il m'avait donné rendez-vous ici, on a commencé à parler et tout de suite à se dire est-ce qu'on ferait pas quelque chose, quoi. Donc j'ai fait mon premier tirage de Nantes City, la version 2012 là-bas. Je crois que c'était en 2014 cette rencontre-là. Et en fait là j'ai découvert donc une façon de faire que je connaissais pas, donc le letterpress, c'est l'impression typographique en français. Et du coup, avoir la possibilité d'utiliser des machines qui datent des années 50, des années 30. Là, la dernière que j'ai fait, c'est une machine de 1890 sur laquelle j'ai tiré la Nantes 1900. Là. Et ça, pour moi, c'est une chance inouïe d'avoir ça à proximité. La possibilité de travailler comme ça à l'ancienne et avec, je sais pas, il y a un rapport, tu vois, à la machine, à l'encre, à tout en fait, le temps que prend chaque chose. Le choix du papier qui va être vraiment particulier selon la machine qu'on va utiliser. Tout prend sens finalement. Et moi, j'ai toujours eu une volonté particulière de pouvoir, pas forcément maîtriser chaque étape de ce que je fais, mais en tout cas, parce que tu vois, l'envoi, la relation avec les imprimeurs, vraiment pouvoir avoir accès à tout ça et pouvoir c'est pas maîtriser le terme que je cherche, mais de pouvoir être là en tout cas à chaque étape, c'était super important pour moi, et de pouvoir faire un maximum de choses. Et là du coup en fait tu fais vraiment tout toi-même, et ça c'est génial. Tu fais le dessin, tu fais faire le cliché, tu mets tout sur la machine, tu choisis le papier, tu tires toi-même, tu fais ton mélange d'encre, et je trouve que le letterpress a de ça d'impressionnant, que c'est vraiment une machine, tu vois, avec il y a de la pression, tu sens la force du papier, du cylindre qui vient presser le papier, t'as du gaufrage sur ton papier, donc t'as vraiment un rendu qui est vraiment particulier. Moi, j'ai envie de faire tous mes tirages là-dessus. Je voudrais parler aussi de tes collaborations, parce qu'on en a parlé un peu. Donc, tu as travaillé avec Le Voyage à Nantes, avec Big Fernand. Il y a aussi la marque Courir, toute la papeterie Covadis aussi, qui est nantaise, jusqu'à Sushi Shop. Comment est-ce que tu choisis toutes ces collabs ? Alors, c'est des collaborations qui sont faites au fur et à mesure et par des rencontres que je maîtrise pas forcément. Et ça, c'est assez drôle. Parce que c'est souvent les marques dans lesquelles je me retrouve qui m'ont contacté. Il y a Nintendo par exemple qui m'avait contacté. Il y a la Zelda qui est derrière toi. Mais moi c'était un vrai kiff d'avoir un coup de fil de Nintendo. Bien et sûr. Dire voilà, on va sortir Zelda sur Switch, est-ce que tu peux nous faire une illustration ? Ouais, carrément. Moi c'était un jeu auquel je jouais quand j'étais petit. Et là du coup on faisait vraiment référence au jeu sur Game Boy de 1989 je crois, si je me trompe pas, 1993. Et du coup j'ai pris un grand plaisir à la redessiner en fait, illustration, à adapter l'univers du jeu vidéo à mon univers graphique. Et en fait, c'est ça que je fais à chaque fois. Donc, c'est vraiment mélanger l'univers de la marque qui me contacte à mon univers, l'intégrer dans cette ambiance urbaine, dans cette ville. Il y a le Hellfest aussi derrière. Pareil, il m'avait invité à une édition pour justement m'imprégner en fait de cette atmosphère-là, pour faire une illustration pour l'édition d'après. Donc, pour mettre en avant le décor, tout ce travail-là qui est incroyable et qui rend à chaque fois des illustrations vraiment originales. Et moi, je prends plaisir à le faire. Parce que c'est des marques qui me parlent. J'aurais du mal à accepter une marque quelque chose qui me correspond pas, où je vais pas réussir à rendre, je vais pas être satisfait finalement de cette collaboration pleinement, et j'ai jamais eu vraiment l'occasion de le faire, de travailler pour quelque chose qui me plaît pas, quoi, finalement. Très souvent, je travaille avec quelque chose autour du voyage, ou alors autour de la ville, ou alors autour de l'architecture. Tu vois, avec Le Voyage à Nantes, avec des promoteurs immobiliers. Donc là, on va travailler vraiment sur l'architecture, l'implantation de nouveaux bâtiments dans un patrimoine. Donc ça, c'est assez excitant pour moi de réussir à faire quelque chose de beau avec ce mélange d'architecture et tout. Donc ça, c'est assez intéressant.
Et les rencontres, ouais, j'ai jamais vraiment démarché. Là, encore une fois, je pense que la résonance sur les réseaux sociaux et le bouche à oreille, des collaborations précédentes qui ont plu et qui ont été vues et qui du coup donnent l'idée à telle ou telle marque de se dire nous aussi on veut notre marque Made in Dr Pepper, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus l'échange se fait vraiment facilement parce que en fait les gens se projettent déjà et savent déjà, s'ils viennent vers moi c'est vraiment pour avoir ce style là, donc en général la création se fait relativement facilement. Et puis comme c'est des marques avec lesquelles j'ai un lien particulier parce que c'est, tu vois, Sushi Shop par exemple, moi je suis client, donc pour moi c'est facile en fait, leur univers je le connais déjà, donc de jouer avec c'est super simple. Et en plus les collaborations sont à chaque fois plutôt bonnes parce que moi ce que j'ai envie c'est pas juste de faire une illustration, de leur envoyer et puis basta, c'est vraiment de m'impliquer dans le projet. L'échange avec Sushi Shop il était vraiment fun sur la première édition de Box qu'on avait faite. On avait échangé presque avec les chefs parce que ils avaient fait une recette par rapport à un dessin que j'avais fait. Donc chaque box correspondait à une ville et sur celle de Bruxelles j'avais mis un sushi frites. Et du coup, en fait, ils ont fait un petit sushi avec des frites et tout. Enfin, il y avait plein d'échanges comme ça qui étaient assez fun. J'étais vraiment libre de faire toute la box comme je le voulais. Et avec l'humour que je voulais, bien entendu. Comme je disais tout à l'heure, comme je connais un petit peu leur univers, je sais aussi dans quelle limite me placer, c'est ça, sans que ce soit problématique ou quoi. Et c'est facile de... Tu vois, je me mets à ta place, je me dis, ça doit pas être évident de valoriser son travail. De monétiser, tu vois, de trouver finalement la valeur de ton travail, tu vois. Est-ce que toi, tu avais déjà une idée au départ de la valeur de ton travail ou est-ce que c'est les marques qui sont venues vers toi en disant nous, on t'achètera tes dessins pour toi. Mais dans ces cas-là, ça positionne un prix, et puis tu vois. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein, surtout au début. On sait pas du tout où se positionner, on sait pas comment ça se passe, on sait pas quel prix ça vaut en effet, parce que on ne sait pas les retombées que ça a. On voit des choses. Il y a des choses qui existent sur Internet ou des petits livrets de graphistes et tout, tu sais, pour avoir justement, pouvoir répondre à ces questions. Tu as des logiciels pour calculer tes cessions de droits et tout, mais parfois ça paraît complètement aberrant en fait. C'est parce que c'est des prix qui ont aucun sens par rapport à ce que tu fais. Parce que les clients veulent une cession de droit illimitée, mais ça n'existe pas finalement. Donc du coup, il y a une incohérence, une incompréhension parfois, et puis une méconnaissance. Quand nous on commence, on ne sait pas trop. Je ne sais pas si dans les écoles on apprend ça ou pas. En tout cas, moi j'avais absolument pas de notion de ça. Donc dans un premier temps, c'est être satisfait du prix. Je pense que c'est vraiment comme ça en tout cas moi que j'ai fait, c'est la valeur que j'y ai donnée. Si jamais elle n'est pas respectée, du coup ça va pas fonctionner ou va falloir qu'on fasse autrement, que je fasse moins de choses ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que cette valeur elle est assez abstraite finalement, c'est toi qui l'as choisie, qui a ce regard là dessus. Mais après au fur et à mesure des expériences, ça commence à se caler et à se dire oui, il y avait tel projet où eux ils m'ont dit tiens j'ai tel budget pour ça. Du coup, peut-être que ça, c'était plus cohérent et que du coup, va falloir que j'augmente mes prix. Ou alors, non, c'était... Il y a plein de gens qui me disent que c'est trop cher. Donc peut-être que par rapport à ce que je fais, c'est trop cher. Mais de quelle manière? C'est vraiment pas évident. Hein. Il n'y a pas en plus un truc, tu vois, où tu te dis c'est tant. Parce qu'en fait, il y a aussi ça. Et ça dépend en fait de ta notoriété aussi. Donc tes prix vont évoluer aussi. Forcément, quand tu passes... je suis passé un moment en SARL, donc forcément il y a des choses aussi qui changent en termes de charges, en termes de coût de la vie, de plein de choses, de dépenses. Donc tout ça, ça évolue. Et sur certains projets, tu te poses encore aujourd'hui, je me pose des questions complètement sur vraiment réfléchir à... j'ai pas une grille tarifaire, tu vois, de tel truc. Parce que ça va dépendre de ce que vont en faire les gens. Projet, c'est ça, complètement. Ouais. Donc, et puis après, c'est aussi un échange avec la marque en question, voir comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, quelle est la valorisation aussi du projet. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, de l'implication. Là, par exemple, j'ai fait une collab avec Bocage là, dernièrement. Ouais. Et c'était super intéressant parce que à partir de mon illustration, on a fait une collection et ils m'ont proposé, là, sur le shooting, d'aller faire le mannequin pour présenter la collection. Au début, je t'avoue que j'étais pas chaud du tout parce que c'est pas du tout mon... C'est pas ton domaine, quoi. Non, pas du tout. Je n'ai pas tendance à mettre mes photos de moi ou des trucs comme ça. Donc, du coup, j'étais un peu mal à l'aise. Mais au final, je me suis dit, c'est quand même une expérience qui est assez fun d'aller visiter les ateliers
là où sont fabriquées les chaussures et tout. Pour moi, c'est super intéressant. J'adore ce genre de lieu. Donc du coup, je me suis prêté au jeu et en fait, au début, je t'avoue que j'étais pas du tout à l'aise, mais le photographe et le vidéaste qui étaient argentins et brésiliens ont réussi à aussi m'apprendre ce truc-là sur le tas, et c'était assez marrant. Finalement, c'est une expérience assez drôle. Excellent. C'est ça qui est génial en fait. Il y a plein de choses qui déboulent et qui déroulent, et des rencontres, des projets qui prennent telle ou telle ampleur. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment envie de m'impliquer dans le projet, que ce soit avec Sushi Shop, avec Bocage ou avec d'autres trucs où j'ai pas juste envie de filer mon illustration et puis voilà, débrouillez-vous. De toute façon, la dimension, vous faites ce que vous voulez. Et puis voilà. Non, j'ai envie de réfléchir au truc. Si jamais on fait ça, on peut aussi faire autre chose pour que ce soit plus impactant, parce que du coup, si jamais il y a une petite collection, c'est un peu mieux que si jamais c'est juste un one-shot et tout. Donc, plein d'échanges comme ça, et j'adore travailler sur différents médiums, différentes formes, sur des ballons, sur les trucs. Ça, pour ça, c'est vraiment excitant en fait. Et justement, est-ce qu'il y a une collab qui te fait rêver, que t'as pas encore faite et qui te fait rêver? Pas vraiment. Moi, j'adore l'univers du basket. J'ai jamais vraiment travaillé dessus. J'ai fait quelque chose avec Projet Backboard, qui est une asso aux États-Unis qui retape des playgrounds et qui font appel à des artistes pour les décorer et tout, et pour le retaper en même temps. Et j'avais fait une collab d'illustration avec eux. Et c'est vrai que moi, cet univers-là, il me parle beaucoup, l'univers du sport, mais surtout du basket, parce que il est en moi depuis que je suis petit. Du coup, ce serait un truc que j'aimerais bien faire, vraiment tourner des choses autour de ça. En fait, j'adore quand ça mélange passion et toutes les passions en fait. Parce que mes illustrations, c'est ma passion pour l'architecture, pour le dessin, pour la ville, pour la typographie, que j'ai tout mis ça là-dedans. Et puis à côté, justement, ces petites collabs, elles viennent ajouter une petite passion dedans, et ça, c'est super. Et justement, puisqu'on parle de création, de rêve, etc., comment est-ce que tu cultives ce côté créatif ? C'est très instinctif. C'est vraiment quelque chose auquel je réfléchis pas. C'est vraiment du sentiment, du ressenti. Là, tu vois, dans l'atelier, il y a plein de choses différentes de ce que je fais. Depuis, justement, peut-être 3-4 ans, il y a vraiment une envie de choses un peu différentes. Quand je commence une illustration, comme je te disais tout à l'heure, j'ai passé beaucoup de temps dans la mise en page, faire plein de croquis, des croquis plus ou moins aboutis. Donc au début, des formes très, très géométriques, très basiques, mais pour me projeter, j'ai aussi besoin de revenir un petit peu plus dans le détail, donc des choses que je vais jeter, tu vois, mais où j'ai passé 30 minutes dessus, puis 30 autres minutes, et ça. Et du coup, des trucs qui vont prendre du temps pour ensuite refaire une illustration avec beaucoup de détails, où je prends la loupe parfois, où je change de stylo à chaque trait, des trucs, tu vois, qui sont très... où je prends la règle pour que tout soit bien parallèle, etc. Je prends plaisir à faire ça, et je rentre dans une bulle quand je fais ça. Mais j'avais un envie et un besoin que je contrôle pas, d'aller vers quelque chose de plus instinctif, de commencer une toile ou un dessin sans savoir ce que je vais faire. J'arrive toujours finalement je réfléchis finalement la ville, mais de façon différente. Là, tu vois, comme ce que tu vois derrière là, les blocs, ou les petits qui sont juste derrière toi. Donc c'est des formes géométriques qui vont correspondre à des bâtiments, puis à une autre passion, un autre univers que j'aime beaucoup, qui est celui du skate aussi. Donc voilà, qui a des formes vraiment reconnaissables aussi dans les modules. Donc je joue un petit peu avec tout ça. Mais quand je la commence, je commence à faire un puzzle finalement, mais sans vraiment avoir travaillé une mise en page avant. Sauf si c'est pour un client où du coup je lui présente quelque chose avant, donc je lui montre quelque chose. Mais ça, j'aime bien ce côté très, très instinctif en fait, de pas savoir exactement ce que ça va donner. Et puis là, tu vois, j'ai commencé d'autres choses que je sais pas encore comment je les appelle. Tu vois, là, c'est vraiment des tests. En janvier, là, j'avais une grosse fresque à faire. Je savais que ça allait me prendre beaucoup de temps, beaucoup de détails et tout. J'arrivais pas du tout à m'y mettre. Et du coup, j'ai commencé à griffonner des trucs, à prendre de la couleur, parce que justement, j'avais envie de choses à l'opposé de ce que je faisais. Mais au final, je reviens quand même à du bâtiment, à du noir, à du trait. J'essaie même de ne pas faire des traits droits, finalement. J'essaie de faire des traits à la main gauche, des trucs, tu vois, pour m'en éloigner. Mais j'ai longtemps pas réussi à qualifier ou à me qualifier comme artiste. J'insistais vraiment sur le côté illustrateur. Pour moi, c'était vraiment important. Et je trouve qu'artiste ne correspondait pas à ce qu'on m'appelait comme ça, mais j'avais l'impression, je m'y retrouvais pas, j'avais pas l'impression de faire de l'art finalement. Pour moi, l'art a une portée qui est vraiment différente de celle de l'illustration. Moi, je
finalement, je faisais des séries, tu vois, des impressions. J'avais quitté la maison des artistes justement pour créer une maison d'édition, enfin être en auto-éditeur. Donc pour moi, c'était vraiment à l'opposé de ce que je faisais finalement, tout en ayant conscience qu'il y avait une portée particulière dans cette création, mais quand même. Et du coup, là, tu vois, je me retrouve un petit peu plus. J'ai envie de faire des pièces uniques, des toiles, de me laisser aller sur des envies. Peut-être que aussi, je me cantonnais, enfin, pas cantonné, mais comme toutes les demandes de clients étaient dans cette direction-là, tu vois, il y a eu un moment, peut-être un truc où je me dis, j'ai envie d'autre chose, tu vois. Ouais. Mais je prends toujours autant de plaisir à le faire. Peut-être un truc aussi à se prouver à soi-même. Peut-être, je suis capable de faire aussi autre chose et être reconnu pour... Ouais, c'est peut-être, ouais. Même à un moment, je m'étais dit, tu vois, je vais signer autrement ces trucs qui ne ressemblent pas suffisamment à du Dr Pepper. Mais en fait, moi, j'y vois quand même un lien parce que c'est une évolution. Et c'est toujours un travail de la ville, mais de façon complètement différente. On termine du coup par quelques questions sur Nantes. Voilà, je sais que tu as observé la ville en long, en large, en travers. Est-ce qu'il y a un endroit à Nantes qui t'inspire plus qu'un autre, où tu aimes te retrouver? Déjà, je trouve ça assez fascinant au niveau de l'architecture à Nantes, ce qui se passe, parce que on a vraiment tout un panel qui est super intéressant entre du médiéval, un peu de colombage, de maison à colombage, un peu d'art déco, maintenant des choses ultra modernes sur l'île de Nantes. Et en fait, ça, je trouve ça plutôt cool d'avoir une ville dans laquelle tu te balades et tu voyages dans le temps. Ça, je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment ça que je mets aussi dans mes illustrations. Ça, je m'amuse vraiment avec ça. Donc ça, j'adore en fait cette évolution qu'a Nantes. Même si parfois, il y a des choses qui sont un peu froides ou qui pourraient être... qui sont assez critiquées dans l'architecture et tout. Moi, je trouve ça plutôt marrant d'avoir un panel comme ça énorme. Moi, j'aime beaucoup justement un lieu là qui a ouvert dernièrement, qui s'appelle le Madeleine Café, qui a justement une architecture très brute. Typiquement, quand tu entres dans le Madeleine Café, je trouve que tu rentres dans un autre pays. Ça, je trouve ça vraiment cool. Tu as l'impression d'être à Berlin ou à Londres. Il y a une atmosphère qui est très très personnelle et qui correspond au lieu. Et c'est un lieu où on sert du café spécialité. Moi, j'adore le café. Donc, depuis un petit moment, je m'y intéresse beaucoup et j'aime bien mettre en avant justement le café, les cafés de spécialité qu'on a sur Nantes. Je sais pas si tu as vu passer, j'ai fait 2 petits livrets en collaboration avec Café Penché, justement pour mettre en avant le café de spécialité. Qu'est-ce que c'est le café de spécialité? On a fait une édition là en 2022 justement qui a été remise un peu au goût du jour. Et du coup, c'est un petit livret qui recense une 16 lieux peut avoir du café spécialité à Nantes. Trop bien. À la fois des torréfacteurs et des lieux qui prennent vraiment soin de comment on sert le café et tout ça. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Moi, j'aime beaucoup, en fait, comme je te disais tout à l'heure, en fait, mettre en avant les choses qui me parlent, qui me touchent. Et du coup, je dis ça parce que Madeleine Café fait partie de ces lieux-là, dans ce petit livret des bons coffee shops nantais. Est-ce que tu as justement d'autres adresses que tu souhaites partager aux auditeurs de Radio Nantes? Après, c'est vrai qu'il y a plein de choses sur Nantes. Ça, c'est cool. Hein. Depuis quelques années, il y a eu vraiment une ouverture, plusieurs ouvertures de bons restaurants, de bons coffees, de lieux vraiment pertinents. Je trouve qu'à un moment, c'était compliqué quand même de trouver, de bien manger et tout. Mais je pense que ça a évolué avec le temps un petit peu partout en France. La restauration, en fait. C'est devenu vraiment quali. Même un bistrot, tu vois, le Canclos, là, qui est ouvert juste à côté. Alors, on y mange super bien, alors que c'est un bistrot. Je pense qu'il y a quelques années, on ne prêtait pas autant attention à ce qu'on mange et quand on va dans un bistrot. Enfin, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais je trouve que maintenant, il y a vraiment de la qualité dans l'assiette, envie de faire une belle assiette, justement, une étude sur le dressage et tout, alors que tu manges en terrasse. Enfin, je sais pas, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, au contraire. Tu vas dans un bistrot et tout. Non, des bonnes adresses. Nous, notre QG, j'avoue, c'est Alaya, qui est rue Budapest. Pareil, des super cafés. Ils changent tous les mois et à chaque fois j'en achète. Chez Madeleine aussi. Je leur prends leur café spécialité là-bas. Il y a toujours des petites recherches comme ça qui sont super pertinentes au niveau des saveurs et tout. Donc c'est super intéressant. Puis à Nantes, il y a Sim et Cultivar aussi qui torréfient. Et pareil, c'est vraiment un plaisir de goûter le café avec eux parce que
c'est des surprises à chaque fois, quoi. Ouais. Il y a mais des j'aime super bien l'angle découvertes. que t'as pris, qu'on m'a jamais donné jusqu'ici, l'angle du café, tu vois. Cool aussi. Pour moi, c'est une étape importante dans mon processus de création. Le café, il est toujours présent avec moi. Et quand j'ai découvert, je crois que c'est justement par Café Penché et par Sim, quand j'ai vraiment découvert le café de spécialité et ce que c'était et comment apprécier finalement le café. Et je suis pas du tout un spécialiste, hein, j'essaye justement maintenant là dans mon atelier, tu vois, je me suis équipé et du coup à chaque fois Noël, anniversaire et tout, j'ai des petits trucs autour du café, donc ça c'est trop cool. Un grand merci en tout cas. Avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir de partager et d'échanger. Donc, écoute, bonne journée. À bientôt. Merci. Bonne journée. À bientôt, Jérôme. Bravo à toi, cher auditeur, qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis si tu veux m'aider à faire connaître et grandir Rayonnante, eh bien tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.